Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2022. Bien sûr, c'est encore l'occasion de vous adresser tous nos vœux. À Maxime Potard qui est bien avec moi et à moi-même, effectivement. Green White Checker qui continue le rendez-vous du panorama, j'ai envie de dire, international, hein, où on parle des grandes disciplines, Maxime et moi. Maxime, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année 2021. Mais oui, LFB, bonjour à toi, bonjour à tous. Après cette petite trêve des fêtes de fin d'année, on se retrouve. Je vais plutôt bien. Et puis, comme tu l'as dit et comme le dit si bien OSS 117, j'aime les panoramas. Donc, on va faire un beau panorama de ce qui s'est passé parce que ça a repris un petit peu partout, hein, aux États-Unis, en Europe. On commence à avoir des news un peu en F1 et ailleurs. Et puis, un petit peu du côté de la glace avec l'Andros. Donc, on a refait un petit peu l'ambiance. Vous allez voir qu'on a des nouveaux jingles, Oui, un nouvel habillage un peu plus travaillé. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous donner des retours là-dessus. Donc, hâte de reprendre nos petites discussions, évidemment. et comment? Non, non, mais c'est vrai que cet habillage un peu plus dynamique, là, ça me semble très bien pour démarrer cette nouvelle année. Et elle va démarrer en fanfare, effectivement, avec notamment le Monte Carlo. Tu me vois venir, parce Et que je oui. crois que t'es comme moi, t'as un peu vibré quand même à cette première manche WRC de l'année. On reviendra sur le Dakar. Tu l'as dit, deux petites news en supercars. Le trophée Andros, on va pas se gêner pour vous montrer quelques images. On évoquera la Formule E qui repart. Mais on va pas déroger à la règle, je voulais te le confirmer. On va commencer par la page F1 parce que l'actu F1 ne s'arrête jamais et que après tout, c'est pas mal de faire le point sur ce qui se passe depuis quelques semaines. Il s'en passe quand même pas mal des choses. Donc je te propose, Maxime, sans tarder, de brandir le drapeau vert. C'est parti. Oh, quel bel nouvel habillage là, ce son. Il est bien, hein, ce moteur Ah, hybride alors F1. pour les, Ah, pour dis les donc. plus perspicaces, en tout cas les plus mélomanes au niveau du son des moteurs, on était sur un son de moteur de BMW M3 DTM de l'époque, lors des jingles précédents. Ici, vous avez droit au nouveau V6 hybride. On vous laissera découvrir les suivants au fur et à mesure de l'émission, bien sûr. Bon. Alors donc, on enchaîne. Je sais pas si je l'ai dit, c'est bien la saison 2, épisode 8. Hein, Tout c'est à fait. ça. On continue de bien dérouler les saisons et les épisodes. Alors, la F1, certes, on s'était quitté avec un Grand Prix d'Abu Dhabi qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes un mois et demi plus tard, Maxime. Et quand même, il y a des petites news, notamment une toute fraîche là, qui est tombée quelques heures avant qu'on se retrouve. Et je vais te demander tout de suite ta réaction, parce que je vois que sur les réseaux sociaux, Oh tout le oui. monde est un peu offusqué, disons-le tout de suite. Donc, les essais d'avant-saison, qu'on appelait tous les essais d'avant-saison, Barcelone, souvent, hein, qui les accueillit. Donc on savait qu'on allait se retrouver au mois de février à Barcelone avec les premières visions de ces F1 2022 et puis tout de suite, évidemment, les premières images, les premiers chronos. On était dedans, quoi. Or, on vient d'apprendre, Maxime, que donc ces 3 jours de roulage ne seraient pas une séance d'essai, finalement, serait une sorte de shakedown, une sorte de présentation un peu en mode confiné, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retransmission télé, il n'y aura pas de live timing, et il n'y aura pas de public. Donc, en mode, comment oui, Et un huis clos, confinement, quoi. Ouais, ouais. huis clos, voilà, c'est ça, je C'était huis cherchais le clos, mot. ouais, ouais. Bon, alors c'est vrai que ça surprend un petit peu. Je vais pas te dire que ça va m'empêcher de dormir cette nuit, mais c'est vrai que c'est un peu décevant pour un début de nouvelle ère en F1. C'est comme ça que tu le ressens, toi? Ben ça concorde avec ce qu'on sait vis-à-vis de Barcelone depuis quelques années maintenant, c'est que tout le monde commence un petit peu à s'en foutre, pour parler franchement. Et ça permet peut-être aux équipes de travailler un petit peu dans la tranquillité. C'est vrai que le public a toujours fait à part entière des essais hivernaux. J'ai même vu des tweets passer tout à l'heure en disant bah voilà, moi je prenais congé avec mon fils, ma fille, on allait en famille voir les essais à Barcelone parce que Ouais. j'habite dans le sud de la France et que c'était pas loin. Bon, là, c'est Euh, vrai que c'est dommage, oui, Là, c'est sûr. ça va gâcher le plaisir de beaucoup de monde. J'ai des Mhm. collègues influenceurs, youtubeurs qui eux aussi étaient là-bas en tant que simples spectateurs ou en paddock, etc. Donc, est-ce que ça va permettre aux équipes de mieux travailler? Sans doute, ils vont être un peu plus à se lorgner du coin de l'œil entre les garages. Maintenant, on va perdre peut-être ce côté un peu épicé que moi j'aimais bien pour les plus Mhm. petites équipes, de peut-être présenter une voiture dans la pit lane avec une photo devant les garages, avec un peu les deux pilotes qu'on découvrait fait à la va-vite avec les derniers sponsors collés un peu de travers. Ils avaient ce côté un petit peu artisanal à Barcelone. Maintenant, faire deux poids deux mesures entre Barcelone et ensuite avec Bahreïn, Oui, voilà. médiatiquement, je trouve ça un peu dommage parce qu'on attend la présentation. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas vu de la Formule 1 et qu'on a envie de découvrir, surtout avec cette nouvelle réglementation, à quoi va ressembler la grille 2022 et les éventuelles innovations techniques des uns et des autres. Et là, j'ai l'impression que on va tous avoir trois images en 4K qui vont être publiées sur Internet et basta, merci, bonsoir. Moins de frais, moins Mhm. de budget, moins de déplacements. Bref, Mhm. c'est l'air qui veut ça.
Mais ça enlève quand même ce côté proximité que la F1 revendique tant, d'être proche de son public avec les Drive to Survive, etc. Là, est-ce que c'est une question de budget? Pas forcément, parce qu'au contraire, pour le circuit, c'est pas plus mal d'avoir des gens qui viennent, ça coûte pas plus cher, je pense, même en termes de personnel et de logistique. Donc, est-ce que c'est une volonté des équipes? Est-ce que c'est une volonté de Liberty Media? Ou est-ce que c'est juste, allez, on va mettre 3 jours de plus, parce qu'il faut pas oublier que l'année passée, les essais hivernaux, ça a été fait déjà à la limite vis-à-vis du Covid. C'est vrai que cette année, ils se sont dit, bon, allez, on va peut-être prendre 3 jours à l'autre bout du monde pour être sûr. L'autre bout du monde vis-à-vis de Bahreïn, puisque les tests officiels, donc les tests official tests, c'est bien marqué en grand, pour mettre encore plus la pression vis-à-vis de Barcelone. C'est à Bahreïn. Certains se sont offusqués que oui, on va au Moyen-Orient parce que si, parce que ça. Moi, je pense que c'est absolument pas le débat. Je pense que Bahreïn est une très bonne piste de test, surtout que comparé à Barcelone, on peut là aussi la modifier. On sait qu'on peut avoir une partie un peu plus sinueuse, donc voilà, ça peut être un peu intéressant. Oui, c'est bien là qu'aura lieu le premier, Grand Prix. Bon. Ouais, ils veulent peut-être éviter aussi un fiasco vis-à-vis de la nouvelle réglementation. Mais écoute, moi je peux pas m'empêcher. Bien sûr que c'est décevant pour les potentiels téléspectateurs, certains téléspectateurs qui n'auraient pas voulu manquer ça. Bon, ça on est tous d'accord, ok. Mais c'est évident que, alors que nous sommes à l'aube d'une révolution, appelons ça comme ça, à F1, avec une vraie évolution du règlement et beaucoup d'inconnus. C'est vrai que je dis pas que je voyais le coup venir, mais on se dit, pas de hasard. C'est évident que ça va être 3 jours de travail en mode test grandeur nature, après toutes ces simulations sur ordinateur, avec une nouvelle ère qui commence. On veut peut-être éviter effectivement les images qui vont fâcher ou qui vont décevoir beaucoup de monde, si ça marche pas, s'il y a des problèmes, si ça part pas bien. Donc effectivement, je vois là un côté rationnel d'offrir 3 jours un peu de travail en mode un peu un peu caché mais très efficace. Mais tu ne vois pas que ça va à l'encontre un petit peu de l'idée de privatisation justement de circuits ou des essais privés qui ne sont plus autorisés? Alors, est-ce que le fait de... Alors, pas de médias, est-ce que il y aura sur F1 TV peut-être quelque chose avec des comptes rendus de la journée, des publications sur YouTube et sur les réseaux sociaux, ou c'est vraiment silence radio total? C'est ça qu'on ne sait pas encore. Moi, j'ai compris qu'il allait, j'ai compris qu'il allait y avoir une feuille des temps par jour, mais en mode, le classement des n'importe quoi, des 12 combien pilotes. De tours, combien de quoi. J'espère qu'on aura au moins ces infos-là, quoi, parce que je pense qu'il y en a certains qui vont réussir à gruger. C'est comme ceux qui à Monza arrivaient à monter dans les sapins, dans les arbres pour avoir des images. On aura des leaks, on aura des infos, on aura des images. Maintenant, tout le monde aura déjà présenté sa voiture quasiment en arrivant à Barcelone, parce qu'on commence à avoir les dates d'un peu tout le monde. On a eu Alpine qui ce matin a annoncé le 21 février. Donc voilà, tout le monde sera quasiment prêt. Maintenant, l'intérêt aussi, c'était pour la première fois de fouiller, de découvrir un peu ces nouvelles voitures et cette nouvelle réglementation. Maintenant, on veut tellement, je pense, contrôler l'image de la F1 qu'on s'est peut-être dit, si on pouvait construire des barrières tout autour du circuit pour être certain que personne ne voit rien, on aurait pu le faire, ou en tout cas empêcher les drones. Je ne sais pas si c'est vraiment le positif nécessaire ressenti par les équipes, mais en tout cas pour les spectateurs, ça a créé beaucoup plus de frustration et de déception qu'autre chose vis-à-vis de cette nouvelle ère. Non, mais je pense que vraiment ils veulent éviter les images un peu embêtantes, des voitures, des voitures arrêtées, des drapeaux rouges, des problèmes de fiabilité évidents. Enfin bon, Dommage. Non, c'est ça. Allez, bienvenue dans l'ère moderne où effectivement tout est contrôlé, ça c'est sûr. Alors, quand on regardera dans plusieurs années, éventuellement, les anciens numéros de Green White Checker, et on se dira, mais c'est vrai, en 2022, là, ils avaient vraiment l'inquiétude de savoir si Hamilton allait revenir ou pas. Je te propose juste d'évacuer de nouveau ce problème, mais au moment où on se parle, 1 mois et demi après Abu Dhabi, Maxime, non, c'est vrai qu'on n'a toujours pas d'annonce. D'apparition. Et qu'effectivement, Lewis Hamilton est muet depuis pratiquement 1 mois et demi, effectivement, qu'on entretient toujours des rumeurs un peu alarmistes sur le fait qu'il peut-être il reviendra pas, qu'il est fâché, que Mercedes est fâché, qu'il y a une vraie crise beaucoup plus importante qu'on croit, et que notre septuple champion du monde, c'est peut-être la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Abu Dhabi justement en décembre 2021. Alors, dernier élément du dossier, tu l'as vu comme moi, Jenson Button, qui a été invité dans une émission de télé anglaise et qui a dit non, mais il sera là. Mais en fait, quand tu vois ses déclarations, il n'en est pas sûr quand même. Comme nous, il dit il sera là, oui. Il dit pas, il sera là de façon certaine. Ben oui, on se dit tous, il sera là parce qu'on ne le voit pas ne pas revenir. Maintenant, il y a une autre rumeur qui date un peu plus, qui était pour moi un peu plus
plausible peut-être, quand on sait comment un champion du monde comme Hamilton peut négocier son contrat à la virgule près, ce qui est normal, hein, on ne remet pas ça en question. Il avait souhaité, en tout cas il avait été, comme rumeur dit, qu'Hamilton souhaitait une sanction vis-à-vis des corps de commissaires et surtout de Michael Masi vis-à-vis de son comportement et de ses décisions au fur et à mesure de la saison, pour qu'il revienne. On sait désormais que Jean Todt n'est plus président de la FIA, on l'a appris, il avait terminé son mandat qui n'a pas été renouvelé. On sait que Michael Masi n'apparaît plus dans l'organigramme des responsabilités de la FIA. Donc est-ce que Hamilton a vraiment généré cette demande? Est-ce que c'est pas d'un front commun avec peut-être Mercedes, Toto Wolff et les instances de la F1? Je ne sais pas. Maintenant, si Hamilton ne revient pas, ce serait d'abord un coup de tonnerre. Serait, de toute façon, Rosberg l'a fait en premier. Là, pour le coup, il ne pourra pas le battre. La surprise au fait, je ne reviendrai pas lundi matin au bureau. Maintenant, ça ouvrirait énormément de questions. Qui dans la deuxième voiture, tout d'abord? Est-ce que Toto Wolff va continuer peut-être lui aussi? On sait que les contrats, ça peut se rompre facilement. Est-ce qu'il ne va pas finir l'année pour dire deux et puis quitter le navire? Et est-ce que chez Mercedes, on n'est pas en train de virer au cauchemar? Tout ça, évidemment, c'est une dystopie totale de la situation si Hamilton ne revient pas. Pour l'instant, il sera là. On a vu effectivement Hamilton apparaître dans quelques stories, mais voilà, soit avec Angela, sa physio, on l'a vu, ils étaient en train de faire du sport, s'entraîner, mais jamais de son fait personnel. Mercedes tweet énormément sur la première fois que Hamilton est rentré dans l'écurie, c'était un 20 janvier, on avait accueilli, etc. Tu vois, il joue un peu sur la nostalgie et quelques photos de lui simplement postées. On voit d'ailleurs plus rien de Bottas, ça a été vite réglé. Mais Mercedes a une com qui est très fine, ils répondent beaucoup sur les réseaux sociaux aux autres équipes, etc. Ils sont très doués pour ça. Je trouve que là, ils utilisent justement cette peur pour faire parler d'eux. Peut-être qu'ils savent très bien qu'Hamilton va revenir et qu'il est pas. On peut pas décider qu'un pilote prenne le baquet de la Mercedes 2 jours avant les tests à Barcelone. Pour une équipe championne du monde, ça me paraît, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont quand même champions du monde constructeurs, hein, ça passe à côté de beaucoup de gens, dans la tête l'esprit de beaucoup de gens, mais il faut pas oublier que c'est l'équipe championne du monde en titre. Donc pour toi, est-ce qu'il revient? Moi, oui. Moi, je me suis même presque jamais posé la question. C'est juste de la com. Et à l'image peut-être d'un Senna qui est parti après les déboires de Suzuka 3 mois au Brésil se ressourcer. Parce qu'à l'époque, on faisait 16 Grands Prix. On avait un peu de réflexion quand même à la FIA, à la FISA. Mais ce côté vraiment coupure totalement et revenir pour vraiment tourner la page, mais vraiment violemment, écrire une autre page de son histoire. Voilà. Oui, je pense que oui, parce que ces 8 titres, il les veut. Est-ce qu'il les aura? Ça, on ne sait pas. On verra déjà fin de l'année prochaine. Mais je ne le vois pas ne pas revenir, clairement. Non. On part du principe qu'il revient parce que ça nous semblerait quand même incroyable que ça en arrive à ce point-là. Mais bon, effectivement, pour les archives, on se souviendra que fin janvier 2022, en raison d'un manque total d'informations venant de lui-même, c'est vrai qu'on se posait quand même la question et que... Et qu'on s'interrogeait. Oui, il a arrêté de suivre tous les comptes qu'il suivait sur Instagram. Il s'est vraiment. Est-ce qu'il s'est véritablement isolé totalement? Est-ce que c'est une volonté pour se repréparer, peut-être être encore plus fort? On connaît le garçon et on sait que parfois il est capable de faire des choses assez extrêmes pour trouver la chose qui fera la différence face à ses adversaires. Donc, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Si la nouvelle devait tomber, il y aura un épisode spécial dans l'heure. Oui, voilà. Si le 10 février, je dis n'importe quoi, on apprend qu'Hamilton prend alors, Lewis, si tu nous écoutes et que tu as publié ce matin, à savoir donc jeudi matin, le jour de la sortie de cet épisode, on en fait un deuxième pour demain. C'est spécial. Ça. On serait obligé, oui, tout à fait. Bon, donc là, le suspense continue quand même un petit peu, mais c'est vrai qu'on est bien obligé de vous en parler. Il existe, et pour notre sport si important, évidemment, c'est fondamental. Alors, il y a quand même eu une révolution de palais qui s'est déroulée durant cet hiver. Il y a une équipe qui a fait un peu l'actualité, qui s'est restructurée, en tout cas qui est en pleine restructuration. C'est Alpine. Alors évidemment, nous, côté français, mon cher Maxime, je rappelle que tu es belge, pour ceux qui ne le sauraient pas. En dépit de ce magnifique t-shirt de circonstance, bien entendu. C'est ça. Eh bien donc, le professeur a été débarqué. Le professeur, bien sûr, il n'y en a qu'un, c'est Alain Prost. Bon, il faut être honnête, ça fait quand même 2 ans qu'on s'interrogeait un petit peu sur son vrai rôle. Bien sûr, il y a cette notion d'ambassadeur, il y a cette notion de légende vivante, ex-Renault, maintenant Alpine, de symboliser effectivement ce nom qui parle à tout le monde et ce poids sportif tel Niki Lauda en son temps peut-être pour Mercedes. Donc, ok, Alain Prost était parfaitement dans ce rôle, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu voyais bien, nous voyons bien qu'effectivement,
On ne sentait pas un Alain Prost complètement épanoui, on ne le sentait pas complètement intégré. On voyait bien qu'il y avait un nouveau management. On n'avait pas le sentiment, quand je le voyais en interview sur Canal+, ou que je lisais quelques-unes de ses déclarations, que c'était le grand épanouissement, si je puis me permettre. Bon, donc là, ça y est, l'abcès a été crevé. Et c'est vrai qu'il y a une révolution orchestrée par Laurent Rossi, donc le CEO d'Alpine, qui fait le ménage et qui donc vire, employons les mots tels qu'ils sont, hein, vire Prost et vire Marcin Budkowski, hein, le Polonais qui avait été à l'époque à la Fédération. Bon, je ne sais pas comment tu as vécu ça. Est-ce que ça te semble effectivement participer d'un plan de montée en puissance d'Alpine et qu'effectivement fallait un petit peu renouveler les têtes? Est-ce que tu as été un peu surpris quand même de cette brutalité, on va dire ça aussi? Bon, tu as une analyse à faire, Maxime? Alors, deux choses. Contrairement à Hamilton, on est sûr qu'Alain Prost ne reviendra pas cette année. Ça, c'est la première chose, évidemment. Deuxième chose, n'est pas Niki Lauda qui veut, tu l'as très bien dit. Ce qui était mis en place chez Mercedes avec ce rôle de, je pense, plus de bible, d'archives, d'expérience qu'apportait Niki Lauda. Je pense pas qu'Alain Prost ait jamais été autant écouté chez Renault. Et ça a commencé déjà avec le management de l'époque, en la personne de Cyril Abitboul, qui a été le premier à quitter le navire. Alors on sait que sur les ailerons arrière d'Alpine, fin de l'année dernière, en tout cas lors du dernier Grand Prix, il y avait le fameux L-plan, le plan qui était mis sur l'aileron arrière. Est-ce que le plan c'était à ce point-là de chambouler tout? Je ne sais pas. En tout cas, quand Renault est revenu en Formule 1, il y avait déjà un gros chamboulement qui avait été fait en voulant remettre cette équipe sur les bons rails. On est déjà sur un deuxième, comme tu dis, complètement bouleversement complet de la hiérarchie et des têtes pensantes et des têtes qui font l'équipe, mais c'est parti un peu dans tous les sens. Donc on a perdu Alain Prost, qui a été viré, comme tu l'as dit. Il n'est pas parti, il a été viré. Alain Prost, pour moi, qui n'apportait pas grand-chose, si ce n'est un consultant de choix chez Canal+, comme pouvait l'être à l'époque pour TF1, je ne sais pas, quand on avait Jean-Louis Moncé ou Marc Minary, on avait chez Ferrari plein de consultants qui étaient un peu francophones, qui parlaient très souvent. Donc hormis ça, je ne voyais pas ce rôle, enfin autre chose que ce rôle-là pour moi d'Alain Prost chez Alpine. Deuxième chose, on a un sponsor principal qui pourrait débarquer à la place du coup et de Budkowski et de Prost qui sont un peu donc mis de côté avec BWT, donc cette marque d'eau d'assainissement d'eau. J'ai appris que c'était autrichien. Qui était autrichien, effectivement, qui a donc sponsorisé pendant très longtemps les Force India, Racing Point et désormais l'année dernière Aston Martin. Ils ont quitté Aston Martin, ils arrivent chez Alpine. On en est au point où on a même changé d'équipementier puisque le magnifique t-shirt Le Coq Sportif que j'ai ici, eh bien, ce sera un autre fournisseur également à partir de l'année prochaine. Alors, je n'ai plus le nom, mais ce ne sera plus Le Coq Sportif non plus. Pourtant, c'est une marque française et ça avait bien fonctionné. Avant, c'était Jack & Jones qui équipait Renault lorsqu'ils étaient revenus en F1. Et donc, voilà, tout ça cumulé fait qu'on tape un peu dans tous les coins, en fait. Le sponsoring, la tête de l'équipe. Il n'y a que les pilotes qui ne changent pas, finalement, au final. Je ne sais pas s'ils sont rassurés pour autant. Je ne sais pas si pour Esteban Ocon et Alonso la suite est comme ça, mais est-ce que c'est pas finalement le meilleur moment et c'est pas une très bonne décision de taper maintenant avant 2022, avant cette nouvelle ère, cette nouvelle vague, cette nouvelle période de réglementation peut-être le troisième nom. Oui. Le troisième nom qui pourrait être viré. Alors d'abord c'est Davide Brivio dont on se demande toujours un peu quand même ce qu'il fait. Est-ce qu'il est là? Oui, venant du MotoGP. Après, il se balade peut-être avec un polo de chez Suzuki, donc il est peut-être encore en train de passer dans le bleu chez Alpine, on le voit même plus. Non, on plaisante, mais c'est vrai que on ne l'a pas vu 10 fois en interview cette année. Bah oui, c'est ça. Voilà, et pourtant Alpine a fait parler d'elle. Et alors donc il y a la rumeur Otmar Szafnauer qui viendrait donc d'Aston Martin chez Alpine en tant que team principal forcément pour répondre à Laurent Rossi qui prend le pouvoir, là on l'a bien compris. Bon, s'il devait y avoir ce transfert entre l'homme un peu qui symbolise Aston Martin sur le muret et qui passerait Alpine, bon, c'est vrai que là, c'est un beau transfert, dans le côté mercato. Tu trouves ? Ah, si, non. Ah, je trouve qu'en ayant assumé d'avoir copié la Mercedes championne du monde pour avoir une voiture performante en 2020, là, il était très compétent et à la tête d'une équipe qui a pu faire de belles choses. Moi, cette année, Aston Martin, c'est quasiment du zéro pointé. Il n'y a rien qui fonctionnait. Oui. Alors, est-ce qu'il avait déjà plus de pouvoir ou est-ce qu'il avait déjà sa tête ailleurs ? Bon, non, je réagissais plus, tu vois, en image pure. À savoir, effectivement, un transfert d'une équipe quand même qui a un nom prestigieux, avec une nationalité américaine, c'est pas franco-français, tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce côté développement. Anglaise. Voilà, anglais. Oui, mais Szafnauer, il est américain. Donc, pardon, excuse-moi. Oui, d'accord. Voilà ce que je veux dire. Voilà, une équipe anglaise.
un team manager américain, Oui. un sponsor autrichien. Bon, Ça voilà, faisait un j'ai petit peu envie. bouillon de culture, oui. Je comprends. Mais ça, non, mais ça peut symboliser effectivement un développement international qui sort un peu du cadre franco-français et qui participe d'un développement. Oui, appelons ça comme ça. Peut-être que Prost, au bout du compte, c'est trop franco-français. Je sais pas, va Je sais savoir. pas. Après, l'avenir est aussi avec, on voit dans la jeunesse avec Piastri du côté des pilotes et d'autres. Donc, Mm, mm, moins francisé ce côté-là. On n'aimera pas moins Alpine en France parce que mm. ils ont un directeur anglais ou parce que voilà, je veux Mm. dire, Ferrari a idolâtré Jean Todt qui était français pendant des années. C'était pas un Italien parce que quand ils mettaient des Italiens, ça marchait pas. Donc, enfin, Oui, quand c'est ils ont ça. tenté d'en remettre, ça n'allait pas. Donc non. Est-ce que Zafnauer peut être un atout pour Alpine? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut être un plus? Je suis pas convaincu. Non, je suis désolé, j'ai du mal quand même sur Non, ce non. côté meneur d'homme. Mais il le sera en Mm. tout cas plus en ayant une vraie tête, vraiment une vraie locomotive chez Alpine que d'un côté peut-être Butkowski, Rossi et Prost qui chacun disait oui non allez demander à l'autre parce que moi je suis occupé, je prends un Ouais, café. ouais, Voilà. ouais. Ça Non, peut être du t'as positif, raison. mais j'ai du mal à y croire. On verra dans un an, j'aurai Ouais, sans doute ouais. tort, je l'espère pour Alpine, qui a quand même gagné une course cette année, faut pas oublier, Eh oui. et quelle course. Mais il fallait être là, un peu comme finalement comme Pierre l'a fait ou comme McLaren l'a fait à Monza. Donc Mm. Alpine n'a pas cette image de devoir gagner, de devoir réussir, comme c'était le cas avec où on avait mis 50 millions pour que vienne Mm. Ricciardo, le sauveur, et finalement, bon, il savait pas faire une voiture performante, même si depuis le moteur, le châssis, tout a bien fonctionné, à voir avec cette nouvelle Mm. réglementation. Mais c'est peut-être franchement le timing, le meilleur atout, c'est de l'avoir fait maintenant, avant le début de la saison, que tout soit bien établi Voilà, pour le c'est nouvel sûr. arc de ce nouveau règlement. Voilà, en tout cas, cette équipe alpine a bien fait l'actualité Oh oui. entre fin décembre et début janvier avec sa restructuration peut-être à suivre en plus. Allez, je te propose sans tarder d'enchaîner avec notre deuxième partie, parce que là, F1, c'est bon, et on va aller dans le vif du sujet, parce qu'il y a des disciplines elles, qui ont vraiment repris, c'est le cas du WRC, et de quelle manière. Allez, c'est le drapeau blanc que l'on vous montre. Oh, mais là aussi, Maxime, ce doux bruit me semble un petit peu avoir évolué et je crois que c'est carrément actualisé. Ah bah c'est le départ d'une des spéciales du Monte-Carlo de cette année avec les nouvelles rallyes 1. Alors c'est une fiesta, une Puma pour être vraiment Oui. précis. Mais voilà, Bon. j'ai voulu mettre un petit peu l'actu au niveau sonore aussi. C'est plus sympa aussi parce que la BM c'était un peu redondant. Donc Ouais. Bon, voilà. bah, Et super. Non, très bien. quelle entame ce magnifique rallye de Monte-Carlo. Franchement, Bon. j'ai vraiment apprécié l'afterlap Ouais. avec, Bah, je te remercie. franchement, avec cet épisode qui aurait pu durer 3 heures, sincèrement. Oui. Voilà. Franchement, il y avait Ah, tant à dire sur ce rallye ah oui. et les conséquences peut-être positives pour l'avenir. Mais vas-y, je t'en prie. Non, mais avec Guillaume l'a fait et moi-même, donc mon consultant WRC sur l'Afterlap, effectivement, on a pris notre pied en vous Bien sûr, débriefant sur 1 heure un rallye qui restera dans les mémoires et dans l'histoire, parce que bien sûr. honnêtement, et c'est par ça que je voudrais commencer, Maxime, je pense qu'on ne pouvait pas quand même s'attendre à un tel spectacle et à une telle histoire. Non. D'abord, quand on s'est vu pour la dernière fois fin décembre, c'était pas encore certain que Loeb allait vraiment Oui, venir c'est vrai. à ce Il y avait des Monte-Carlo. Bon, rumeurs de test ou de voilà, voilà d'aider comme chez Hyundai, mais pas plus. voilà. Donc effectivement, ok, c'est bon, Loeb est de retour. Bon, mais personne n'aurait pu prévoir qu'il allait être à ce point-là performant dès la première minute, dès le shakedown. Bon, Cet homme est un génie. voilà. Je suis désolé. Ogier, on savait qu'il allait participer, mais c'était pas illogique d'imaginer une petite décompression, une petite participation pas amicale, parce qu'il c'est pas son style, mais bon, Pas de de figuration. là, voilà, de là, parce que les deux, bah, comment dirais-je, Atomise. démontrent à ce point, Oui. oui, voilà, atomisent la concurrence et démontrent à ce point-là ce que l'on a toujours su, Maxime. Alors évidemment, je suis français, je vais peut-être le dire de manière un petit peu trop forte, mais qu'ils sont les meilleurs pilotes de rallye de tous les temps, les deux, que nos deux Seb, avec 9 titres pour l'un, 8 titres pour l'autre. Arrêtons les débats, ce sont les deux meilleurs dans l'histoire. Bon, voilà. Alors après, il y a le sous-débat qui est le meilleur des deux. Mais bon, là, à l'arrière, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que pour moi, ils sont mis à tout jamais ensemble. Oui. Voilà. Ils Tu sont vois ce que je veux dire. Bon, indissociables. La transition voilà, c'est aussi ça. entre l'un et l'autre a été folle. Ouais. Voilà. Mais honnêtement, Maxime, on pouvait pas s'attendre à un tel étalage de génie, quoi, ou de talent et de différence avec les autres. Honnêtement, non. Ça n'a pas été ton cas aussi pour Alors toi. moi déjà en Belgique on a donc la RTBF qui diffuse l'entièreté des spéciales. On peut le voir en ligne. Donc moi je n'ai pas l'application WRC, donc je lorgnais du coin de l'œil vendredi au travail
Je commence à avoir les chronos des premières spéciales qui tombent. Je fais non, ça va pas tenir. Il va y avoir une panne chez Ford, la nouvelle Puma ne peut pas être là, le Rallye 1, ça va être des pannes, des problèmes, l'hybridation. Tu parles, oui, il y a que chez Hyundai qu'ils n'ont pas réussi à faire la voiture en 10 jours. Chez Ford et chez M-Sport, parce que Malcolm Wilson est quand même un grand patron du rallye, qu'on le veuille ou non, il a fait gagner des grands champions. Et ce spectacle, et on voyait ça, et on osait, enfin moi je n'osais pas y croire. C'est-à-dire que la première journée, je me dis, non mais ça va se tasser, ils vont rentrer dans le rang et tout. Mais ils n'ont rien à perdre, si ce n'est battre l'autre, ce qui les a, je pense, motivés crescendo tout au long des spéciales, et de se dire que, non mais attends, ils sont en train de nous faire ce qu'on attend depuis des années, de nouveau, parce que ça a été le cas à une époque, mais c'est les gars, ils sont, désolé, je vais parler cash, mais c'est des vieux, ils sont plus à la page, soi-disant, ils sont dépassés, Lob, il y a 2 semaines, il est en train de crapahuter en Arabie Saoudite. Ogier, oui, bon, je viendrai m'amuser, mais comme tu l'as dit, avec sérieux et implication pour l'équipe. Et quand tu vois qu'ils sont absents au prochain rallye et qu'ils sont les 2 leaders du championnat ne seront pas là lors de la prochaine manche. C'est Romain Perra qui sera en tête, enfin, il faut encore qu'il gagne, mais je veux dire, mathématiquement, il ne lutte pas pour le titre. La Puma, exceptionnelle. La Toyota également au rendez-vous, parce que bon, on avait un peu peur de ce côté-là. Techniquement, il y a eu quelques erreurs, il y a eu des gros crashs, mais pas des problèmes techniques. Il y a que chez Hyundai où c'était encore une fois compliqué, même si Adamo est parti, à mon avis, il a dû laisser le chat noir dans la voiture avant de partir. Mais ce duel, c'était beau, c'était intense, c'était... Enfin, moi, je te dis, moi, j'étais en pause où je travaillais, je courais vite voir la suite, et dès que les spéciales tombaient, on a pu avoir du public. Et quel public? Parce qu'encore une fois, le public, je pense, du rallye est le plus fervent, le plus aficionados, le plus démonstratif du sport automobile, même si aux États-Unis ils se défendent, mais je trouve qu'en rallye, on aura juste que le mec qui se met à la corde d'un virage avec sa GoPro sur pied, bon, faudra que lui. Faudra qu'on apprenne aux gens à se comporter. Voilà, mais ça, c'est comme les gens en Belgique qui arrivent et qui prennent des bières et qui jettent des bières en verre sur la route. Ces gens-là n'ont pas leur place sur le rallye. On est d'accord. Bon, mais globalement, la nuit du Turini, avec les flashs, avec les bon sang, qu'est-ce que ça nous avait manqué. Rien que d'en parler, j'ai un petit frisson. Mais c'est beau, c'est juste beau. Ces voitures sont belles, esthétiquement. Enfin, voilà, la Hyundai, certains disaient que c'était moins beau, mais je trouve que les 3 se valent. Même les prises d'air de la Toyota sur les côtés. Ah oui, et super. Voilà, ça fait un petit côté. Il y a un petit côté 406 de taxi, tu sais, avec les prises d'air au-dessus qui sortent. Ça a été fait avec humour, mais c'est beau, c'est rapide. Et alors, qu'est-ce que c'est impressionnant en caméra embarquée. Les nouvelles affichages du WRC font très bien le travail. On a beaucoup d'informations en temps réel, etc. Et puis, enfin voilà, Lob, voilà, Lob, 48 ans. 20 ans après son début au Monte-Carlo, 10 ans après son dernier titre, 9 ans après sa dernière victoire au Monte-Carlo. Oui, parce que c'était 2013, je ne savais plus que c'était 2013 sa dernière victoire. 80 victoires. 47 ans, 10 mois, 28 jours le dimanche dernier, donc pour aller chercher cette 80e victoire. Et ce fameux salto arrière sur le podium, qu'il a en plus réussi, il l'a fait. Voilà, c'est ça. Il n'avait pas intérêt de se louper. Des copilotes, là aussi quelle histoire Galmiche. dans l'histoire. Isabelle Galmiche, bah oui, c'est ce que je me suis permis de dire à Guillaume. Bah oui, toute personne la connaissait, faut être honnête. Mais en plus, inconnue au bataillon, je vais pas mentir, j'ai découvert qui c'était ce week-end et j'ai été fouillé parce que elle avait déjà aidé Sébastien à préparer, elle avait été copilote pour des shakedowns, des tests, etc. Je ne savais absolument pas qui était cette femme et franchement, respect. La dernière victoire d'une femme en rallye, c'était en 97 avec Gali, je pense, au Monte-Carlo. Non, c'était Fabrizia Pons avec Liati. Liati, pardon, je confonds avec Gali. Oui, Fabrizia Pons qui avait été copilote, si je ne dis pas de bêtises, de Michel Mouton. Et Michel Mouton. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Mais la dernière femme qui a été sur un podium, c'est en 2012, Ilka Minor avec Evgeny Novikov. Je ne sais pas si tu te souviens, en Sardaigne. Bon, voilà, j'ai vu l'info, je ne m'en souvenais pas, mais j'ai vu l'info. Ouais, voilà. C'est ça. Mais écoute, effectivement, là, nos 2 Seb à 47 ans, 38 ans, qui sont là au sommet, en plus avec des rebondissements de dingue, quoi. Ah, mais les pénalités, la pénalité d'Ogier dans la dernière spéciale, on voit qu'il prend 10 secondes, ils sont séparés par quoi, une demi-seconde quasiment, s'il n'avait pas eu la pénalité. C'est ça. C'est fou, quoi, ça aurait été un scénario malade. Oui, Ogier Balob de 9 secondes dans la dernière stage. Honnêtement, voilà. Et avant, évidemment, avec le rebondissement de la crevaison, bah ça s'était inversé. Oui. La veille au soir, dans la dernière spéciale, Ogier, effectivement, avait remis 20 secondes d'écart entre lui et Loeb. Mais on savait très bien que ça voulait pas. Les pneus étaient vraiment la clé. Hein. Vous en avez parlé pendant l'épisode, mais pour moi, les pneumatiques, enfin pour moi, non, pour tout le monde, les pneumatiques ont été un choix. Il y a une différence entre les deux. Et voilà, c'était un coup de poker à tenter et c'était la victoire qui se jouait. Donc on a vécu un moment un peu historique quand même, faut le dire, parce que des records ont été battus. Moi, j'associe vraiment les 2 Seb. C'est-à-dire que je suis ravi pour Loeb, c'est une superbe histoire et comme il est
en tant que commentateur, on est très attaché au storytelling. Bien sûr. Bon, donc pas de problème, c'était la plus belle des deux histoires. Mais faut être honnête. Honnêtement, le Ogier méritait aussi de gagner. Et ça s'est joué à un coup du sort, on va dire ça. Honnêtement, Ogier aurait pas eu Oui, c'est la cette crevaison dans dimension dernière spéciale. par rapport à Lob, Oui. parce que je pense que Non. Lob a été vraiment le premier à avoir cette image de touche à tout et de réussit tout en sport auto et même autre chose. Mais voilà, Ogier, il était encore dans, on va pas dire dans le jus de la saison passée, mais voilà, là où Lob, il découvre M-Sport, il découvre Ford, il est vraiment, c'est le nouveau, le petit nouveau qui arrive, quoi. Enfin non, je pense que l'exploit aurait été respectable des deux côtés. Quiconque avait vaincu, ça c'est certain. Oui. Mais moi, c'est ce que je te dis, je les associe ensemble pour l'un a rendu la victoire de l'autre exceptionnelle. Oui, c'est ça. Ils se sont et on a bien vu que il y avait bien, on a bien vu que là, il y a eu une complicité même entre les deux. Oui, même en interview, c'est nouveau parce que c'était ça. pas les plus grands copains du monde. Rappelez-vous quand vous aviez vu les rallyes chez Citroën avec à l'époque les DS3, enfin les duels où c'était on le met devant moi parce que moi je dois balayer. Enfin, il y avait vraiment eu des problèmes avec Citroën Sport à l'époque. Là, c'est vrai que c'est beau. C'est deux équipes différentes et voilà, c'est respect de deux géants du sport, quoi, je pense. Voilà, qui savent très bien que ils ont une place à part et qu'à un moment donné, on arrête les querelles, etc. Alors, pour finir ce débat WRC, je voudrais te poser une question parce que alors, non, la première, c'est pour les autres. Moi, j'aime bien Craig Breen. Rovanperä, je pense qu'il a un grand avenir. Fourmeau, il faut qu'il s'en sorte. Il a eu beaucoup de chance. Hein. Oui, là, l'image, elle est très. Les photos sont en dessous, là, vous allez voir les photos, mais il a fait un pick-up avec la Puma, hein, vraiment. Ouais, c'est ça, effectivement. Nous, côté français, on se dit que Fourmeau, là, on a une belle relève et que ça vaut le coup. Tu sais très bien que j'apprécie beaucoup Thierry Neuville. Ottanak, c'est un ancien champion du monde, et évidemment, qu'on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils reprennent du poil de la bête. Mais bon. C'est vrai que dans un mois, on se retrouve en Suède avec les deux Seb qui sont pas là et effectivement une sorte de gueule de bois. C'est comme ça que tu l'as dit à Guillaume. Est-ce que tu vas la voir aussi ? Est-ce que honnêtement, tu vas la ressentir ? C'est-à-dire que vibrer pour Green Smith, ça va être dur, quoi. Je suis désolé, mais voilà, c'est vrai. Voilà, faut être honnête. Kalle Rovanperä, j'aime beaucoup. Ce sera sans doute lui qui Evans, j'aime bien aussi. Evans aussi. Bon, Katsuta un peu moins parce qu'il est un peu plus nouveau et j'ai un peu moins d'affiliation et de feeling. Je connais un peu moins le garçon. Thierry, oui. Caramba, encore raté. C'est un peu ça. Ça commence à faire beaucoup. Maintenant, Thierry qui a quand même fait une déclaration très grave en disant c'est la pire voiture que j'ai jamais conduite. Ce qui n'est pas rien quand même. À l'arrivée de la Power Stage, il était rincé et déçu. Oui, voilà, je pense que on peut pas lui en vouloir personnellement. Oui, ça fait mal au cœur, mais le problème c'est que c'est pas la première fois. Et que depuis que c'est chez Hyundai, depuis qu'il est plus chez Ford, chez Hyundai, c'est la débandade. Dur de voir autre chose que peut-être Breen, Rovanperä et les autres devant. J'espère que Thierry aura sa chance de par l'absence des deux autres, mais sauf s'ils viennent une fois tous les 3 rallyes faire ça, à la fin ils vont peut-être être champions du monde. Donc voilà, on verra bien. Alors, mais c'est dur. C'est ma deuxième nuance justement. Enfin, c'est le deuxième volet de ma question. Je pense que oui, on va tous se sentir un peu retombés de notre nuage dans un mois parce que la Suède, en plus le cadre de la Suède est pas. C'est pas le plus voilà. Mais nous, on est des passionnés, on est des spécialistes. Oui, on va vibrer s'il y a une seconde d'écart aussi à l'arrivée entre Evans et place aux Tanak. autres. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est vrai, on est pour ça aussi. Voilà. Alors, tu as peut-être vu que Guillaume l'a fait de manière amusante, lancer une pétition signée pour que les deux Seb reviennent à plein temps. Bon. Alors, sur le moment, j'ai rigolé et là, je le dis d'autant plus sincèrement qu'évidemment Guillaume est un ami, mais à bien y repenser, je suis pas si d'accord. Oui, mais je suis pas si d'accord que ça, à vrai dire. Oui, j'ai un peu évolué depuis 3 jours là, et je me suis dit, bon, l'idée c'est de les revoir, parce que on veut les revoir. Voilà, ça peut pas s'arrêter là comme ça aussi seulement. Mais est-ce que quelque part la rareté n'aurait pas aussi une valeur encore plus inestimable ? Et le fait qu'on sache que 3-4 fois dans l'année, plus peut-être même, nos deux Seb reviennent, vont faire le spectacle, vont écrire une histoire extraordinaire. Alors peut-être que des fois, ça ne sera pas aussi flamboyant après tout, faut être honnête. Mais bon,
on peut supposer que, bah oui, non, Ils vont pas perdre en 6 mois. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, est-ce que ça n'aura pas encore plus de valeur que si, effectivement, par exemple, on ne les revoyait tous les deux qu'au Portugal et qu'effectivement, ça devienne encore plus exceptionnel leur participation et leur présence? Je me suis posé la question, je ne sais pas Pourquoi ce que tu en pas penses. alors c'est Mhm. peut-être une philosophie à l'américaine où des pilotes reviennent pour Indy ou Daytona, ce genre de c'est une pige à l'année et que point on les voit pas. Ouais, Castroneves en est un ouais, très bon exemple, voilà. hein, par exemple. Mhm. Mais non, je ne sais pas. Après, la rareté du duel peut le rendre, oui, comme tu dis, un peu plus exotique, un peu plus exceptionnel s'il est tout aussi Mhm. intense. Maintenant, revivre ce qu'on a vécu ce week-end au Monte-Carlo, sachant que c'était la première apparition des nouvelles voitures, on évoluera, on aura peut-être un peu plus de différences marquées techniquement vis-à-vis des Mhm. constructeurs et des marques. Donc je pense que ça peut se représenter parce que les deux sont très rapides. Maintenant, faut pas qu'à chaque fois qu'ils débarquent ce soit ça, parce que nos cœurs ne tiendront pas. Oui. Mais je serais ravi effectivement de les revoir. Alors peut-être sur un autre terrain, peut-être comme tu dis, voilà, bon, le Portugal, effectivement, un terrain peut-être un peu, je sais pas, peut-être au safari quoi. Faut voir à quoi ressembleront Mhm. aussi les voitures sur des rallyes comme ça, parce que pour l'instant elles sont très jolies, hein, très posées en configuration asphalte, mais on verra l'esthétique et le comportement de ces autos voilà, au Kenya ou ailleurs. Oui, pourquoi pas les revoir Mhm. occasionnellement ou instaurer peut-être cette tradition du Monte-Carlo où on fait revenir Oui, les anciens. Ce serait une belle plus-value, je pense, à l'épreuve. à partir du moment où on part du principe que le Monte-Carlo, c'est la première de l'année, c'est peut-être le plus prestigieux quand même toujours des rallyes, Malgré tout, oui. et qu'évidemment il est très cher au cœur des deux Seb, bah, moi je me suis aussi dit, mais ça se trouve, on est parti pour aller 5 ans supplémentaires où on les reverra quoi qu'il Juste arrive, pour une quoi. pige, Donc, oui, c'est ça, mais simple fait de savoir qu'à chaque Monte-Carlo, on les reverrait encore pour les ce 5 serait ans à fou. venir, moi je signe tout de suite, hein, effectivement, ça serait génial. Bon, Ouais, ce serait beau. écoute, allez, c'est bon pour le Monte-Carlo, mais c'était génial. Si on enchaîne par un petit lien quand même avec le Dakar, et si on débriefe rapidement le Dakar, je voulais te poser une question. Est-ce que le fait d'avoir fait le Dakar a aidé Loeb? Alors d'accord, il n'a pas gagné le Dakar, mais Oh, moi j'ai le sentiment que ça l'a mis un peu en chauffe, quoi, littéralement, et je me suis dit, pour moi, ça l'a bien préparé, même si c'était pas pareil, c'est pas les mêmes voitures, c'est pas le même terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas le même lieu, mais je peux pas croire que ça l'a pas mis un peu sur orbite, non? Tu t'es posé la question? la démarche reste la même. Après, Mm. encore une fois, il faisait un peu moins chaud au Monte-Carlo qu'en Arabie Saoudite. Non, c'est une bonne chose parce que je pense que Loeb a cette envie d'aller chercher la victoire aussi dans son. Alors, on parle toujours de la triple couronne en piste, mais c'est vrai que le Dakar, ce serait quand même beau. C'est vrai que Sainz court lui aussi après le Dakar. Enfin, il l'a déjà remporté, mais euh, oui, je pense que ça lui a peut-être permis de se remettre. Pas dire le nez dedans, mais ça lui a fait une belle préparation, intense, longue, difficile, et peut-être que c'était plus une promenade de santé de retourner sur les routes du Monte-Carlo Eh pour ben, lui. Comme c'est quoi, ça que je disant, veux moi, dire, c'est en pas si fait. dur en fait de faire un Oui? Monte-Carlo à son âge, combien même. Faut pas oublier pardon que Loeb a échoué à 27 minutes d'Alatia, Mm. qui a donc Mm. remporté le Dakar en catégorie auto avec la Toyota, que Toyota a quand même une expérience que n'a pas ProDrive, enfin, en tout cas que Loeb et son équipe n'ont pas encore. Et est-ce que Loeb vraiment doit continuer à faire le Dakar? En tout cas, continuer avec ProDrive? Je pense que oui, parce qu'à l'image du Monte-Carlo, c'est Mm. peut-être que lui, il va faire son gros mois de janvier, comme voilà, les commerçants de Ouais, jouets ouais, font leur c'est mois de ça. décembre pour les fêtes. Mais voilà, je pense que ça l'a vraiment préparé, mais peut-être plus au niveau relativisé, tu vois, au niveau de ouais, je Eh vais ben faire le oui, Monte-Carlo et je vais mettre la pression pour mon Dakar que je veux gagner, alors que le c'est Monte-Carlo, ça. bon, j'en ai déjà Eh ben gagné, oui. j'en avais déjà C'est ce gagné que 7 à l'époque. je sous-entendais, le Ouais, côté un peu maxi bonus pour le c'est ça. Monte-Carlo. C'est ses vacances. La pression retombe. J'ai tout à gagner, C'est entre ça. guillemets. Alors que sur le Dakar, j'avais peut-être tout à perdre parce qu'on sait que c'était quand même un objectif un peu plus soumis à une obligation de résultat. Alors, il n'a pas gagné le Dakar. Nasser Al-Attiyah a gagné ce Dakar, Tout à bravo fait. à lui. Je crois qu'il est effectivement un pro des rallye raids, ça, personne peut pourra nous contredire. Moi, écoute, j'ai eu le sentiment que ce Dakar, quand même, était. Je vais pas envie de te dire qu'il y avait une polémique par jour. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu une pénalité par jour, une discussion sur des éventuelles pénalités par jour, des incidents pas très propres par jour, Oh, des oui. querelles. Ça m'a un peu, au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé. Eh ben,
J'ai tout à fait ce sentiment, et alors je pense qu'on peut comparer David Castera, qui est donc le directeur de course du Dakar, à Michael Mesi. Hein. Ça veut dire que j'aimerais pas les mettre dans sa chemise pendant le mois de janvier. Non, il y a eu beaucoup de choses qui ont été critiquées, il y a eu beaucoup de soucis déjà avant le départ vis-à-vis du Covid concernant certains pilotes, dont un qui a pété les plombs pour moi cette année, qui est Giniel de Villiers, qui a failli écraser un motard, enfin qui a pénalisé. Oui, 2 fois il a été impliqué. Et voilà, il a eu deux accidents. Vraiment, en plus, il a enfreint la première règle, c'est-à-dire que quand tu ne vois pas quelque chose, tu n'y vas pas. Enfin, je veux dire, au Dakar, c'est un instinct de survie presque. Là, il a roulé sur un motard qui a eu la chance de se décaler un tout petit peu. Il y a des images qui vont encore passer en dessous. Qui a pu se décaler pour éviter le drame. Des pénalités pour déréglementation qui a été aussi compliquée. L'arrivée d'Audi qui devait faire un tollé monumental. Passer par la petite porte, des victoires, hein. Ils ont gagné quand même quelques spéciales, c'était pas ridicule, attention, c'est pas ce que je veux dire. Attends, moi j'ai envie de te dire, bon ça y est, Audi, dans 2 ans, ils écrasent le Dakar. Hein. Non mais comme tout ce que touche Audi, à un moment donné, ils vont arriver avec le triple du budget, le triple des moyens humains, et ils vont écraser la concurrence. Ça c'est le groupe VAX, c'est Audi, on le sait. Mais d'accord, il y a de la déception, mais le bilan, je pense, est très prometteur. Mais la première Audi est quand même 9ème. À l'époque où certains ont débuté, Mini et d'autres, les Peugeot, ils n'avaient pas des voitures dans le top 10, forcément à l'arrivée de leur premier Dakar en tout cas. Surtout qu'ici, ils ont pris un garçon qui pour moi pourrait exploser en Dakar, alors que c'est pas du tout son domaine de base, c'est Mathias Ekström, qui depuis qu'il a son équipe en extremis, avec de l'expérience en off-road, prouve que lui aussi aurait pu être un grand touche-à-tout, mais qu'on le connaît surtout pour Audi et le DTM avant, Mathias Ekström. Mais c'est un touche-à-tout, tu sais qu'il a gagné la course des champions. Voilà, donc à l'image de Loeb, peut-être à moindre échelle, il peut être performant dans beaucoup de catégories. Ouais. Donc Audi, comme tu l'as dit, on se retrouve dans 2 ans et on félicitera leur première victoire. Maintenant, au niveau du line-up, ils ont ce qu'il faut, au niveau des moyens aussi. Et comme tout le monde, quand tu te lances au Dakar, tu apprends. Et Audi a appris avec, pas connaître forcément le règlement, le fonctionnement, etc. Ça a été très compliqué. Pour eux, mais c'est pas les seuls. Enfin, tout le monde a morflé. C'est le Dakar, c'est l'une des courses les plus dures au monde. Non, mais ils ont quand même déjà commencé à écrire le futur. Moi, je pense. Mais voilà, oui, je suis tout à fait d'accord. Et après, avoir aussi l'évolution des réglementations vis-à-vis de l'hybridation, etc. Petite pensée aussi rapidement quand même du côté des camions avec les Kamaz, qui encore une fois et nos amis russes qui ont écrasé tout sur leur passage. Ça ne change pas. C'est presque la même histoire chaque année. Un peu de, je pense de déception aussi sur l'intérêt du classement du côté des camions et des voitures, alors qu'en moto ça a été la folie. J'ai entendu beaucoup parler des écarts, je crois qu'au niveau de quelque chose comme 3 ou 5 minutes d'écart entre les 2 premiers. Alors je sais que c'est Sunderland qui a gagné, ça j'ai suivi. Et derrière je pense que c'est Quintana, qui ressemble à Quintana, c'est Quintanilla, si je ne dis pas de bêtises, qui termine à 5 minutes. Excuse-moi, j'ai pas vérifié. Mais voilà, c'est juste que j'ai vu qu'en fait, en moto, la lutte était très proche. Après, on a suivi évidemment les frères Coronel et un peu tout ça, parce qu'il y a tellement de catégories entre les quads, les protos, les petits buggy, etc. Au Dakar, maintenant, il y a un peu de tout. Maintenant, est-ce que toi, en toute sincérité, tu attends encore le Dakar? Est-ce que tu suis le Dakar? Est-ce que tu as cette nostalgie, cet enthousiasme? On a déjà eu ce débat-là longuement dans un ancien épisode de Green White Checker. Moi, je trouve que cette année, je ne vais pas dire que je m'y suis fait, mais j'ai suivi la course. Je me suis comme dit, je vais regarder le classement de temps en temps le soir, en me disant, voilà, je vais suivre Sébastien Loeb évidemment, je vais suivre ça, je vais suivre Alatia, et suivre un petit peu ce qui se passe vis-à-vis d'Audi aussi. Ça m'a un petit peu ravivé cet enthousiasme. Si toi l'intérêt renaît un petit peu. Comme toi, je me suis surpris à attendre tous les jours en milieu d'après-midi en me disant mais ça y est, ils sont arrivés, là ça donne quoi là? J'étais l'horaire aide aussi, l'arrivée aussi en plein après-midi pour nous c'est plus simple en se disant en fin de journée on peut checker un peu ce qui se passe, ça c'est l'avantage. C'est ça. Non, je me suis surpris à attendre ça. J'étais donc pas le seul. Non, oui. Et effectivement, la quête de Loeb, on va l'appeler comme ça, la solidité d'Attia qui est un super adversaire à sa mesure, l'arrivée d'Audi, des noms comme Peter Hansel ou Sens, et puis donc même Ekström qu'on aime beaucoup, qui avait même fait une pige en supercars, figure-toi, à Bathurst, et qui avait été phénoménal. Et oui, tu t'en souviens pas, mais non. Non, je mens pas, je sais pas. Quand je sais, je le dis. Quand je sais pas, ici, on vous ment pas. Il a fait Bathurst et il avait vraiment pas été mauvais, crois-moi. Moi je l'ai suivi pendant des années en DTM où il a été longtemps le pilote numéro 1 et puis quand on l'a vu débouler en course des champions à un moment donné c'est lui qui mettait tout le monde d'accord quoi. Donc effectivement Mathias Ekström c'est un sacré pilote. Bon donc ce Dakar là j'avoue que je pense qu'ils ont récupéré une bonne place, une bonne assise et avec effectivement des défis technologiques, des grands noms qui sont toujours là, qui jouent le jeu, donc effectivement ça vient bien
occuper cette première quinzaine de janvier. Ils ont leur C'est slot. ça. L'affiche redevient alléchante, ce qui n'était plus le cas ces dernières années, je pense. Voilà. Bon. Allez, je te propose de conclure là-dessus cette deuxième partie, d'ouvrir sans tarder la troisième, où on va aborder d'autres disciplines. C'est parti. Le drapeau damier qui s'abaisse, avec là aussi donc un son réactualisé. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Alors, je vous ai retrouvé un petit son de moteur de V8 Supercars, mais de l'époque, un vrai bon moteur de Ford Falcon. D'accord. Eh ben écoute, si tu veux bien que j'enchaîne sur le Supercars, deux nouvelles sont tombées la semaine dernière. Il y a un nouveau patron pour le Supercars. Bon, c'est le résultat d'une vente du Supercars qui était une sorte de fonds de pension qui a été revendu à un groupement australo-australien. Bon, je te passe les détails de cette restructuration financière et administrative, ce qui fait qu'il y a un nouveau propriétaire. Bon, un peu, c'est comme Liberty arrive en. Voilà, c'est ça. Bon, donc là, c'est un truc qui s'appelle Archer Capital. Bon, bref. Donc il y a un nouveau patron qui a été nommé et il s'appelle Shane Howard. Enchanté. Tu le connais pas, voilà. Sauf que moi, je le connais bien parce que quand j'arrive pour ma première course en Supercars avec mon ami Patrick Rivet dans le cadre de Motors TV à Adélaïde en 2004, pour commenter en direct cette manche d'ouverture, le Clipsal 500, comme on l'appelait à l'époque, avec l'époque Marcos Ambrose et la Ford PureTech, tout ça, bon bref. Et bien, qui nous invite à dîner le premier soir? Monsieur Shane Howard, qui est à l'époque un peu le responsable marketing du Supercars. Et qui donc, gentiment, parce que crois-moi que c'était pas tous les jours que des commentateurs étrangers venaient commenter le Supercars sur place, donc effectivement, nous invite dans un beau restaurant d'Adélaïde, et comme on y a été jusqu'en 2008 sur place, à chaque fois, c'était Shane qui nous servait un petit peu de guide. Il n'était pas le seul, mais on avait notre soirée traditionnelle avec Shane, etc. Donc c'est vrai que j'ai souri quand j'ai vu que 17 ans plus tard, il était toujours resté dans l'organigramme et il avait gravi les échelons et qu'il était maintenant le CEO du Supercars. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. C'est pas pour frimer, mais c'est que... on essaiera d'aller à Bathurst et se faire inviter pour le repas du soir. C'est ça. Et puis la nouvelle que l'on craignait et qui montre bien que le Covid est toujours pas réglé en Australie, et de toute façon on savait qu'ils étaient parano, c'est pas l'affaire Djokovic qui nous l'a contredit, voilà. Donc la première manche de l'année qui devait avoir lieu à Newcastle, tu te souviens, à une époque c'était la dernière manche de l'année, un nouveau circuit voilà. Donc ça devait être à Newcastle 500, deux courses de 250 km sur le même format qu'Adélaïde. Newcastle c'est à environ 150 km au nord de Sydney. C'est en Nouvelle-Galles du Sud et c'est donc un peu la très grande banlieue, si on voulait dire ça, de Sydney. Bon, bref, ça a été annulé parce que résurgence des cas de Covid en New South Wales, un circuit en plein centre-ville qui est impossible, ça rameute les gens et donc c'est contre-productif par rapport à la politique. C'est ça doit vraiment s'organiser longtemps à l'avance, ça doit se bloquer les plans de circulation du centre-ville, etc. C'est très compliqué à ce niveau-là. Donc, ils ont jeté l'éponge. Et donc, on sait, figure-toi, ça va te surprendre, qu'on retourne à Sydney Motorsport Park, qui est vraiment le lieu de rattrapage pour tout le monde. Tu te souviens du quadruple header en mois de novembre. Donc, il y a eu Bathurst au milieu quand même début décembre, mais on retourne à SMP, comme on l'appelle, en février. Donc, c'est vrai que ce Sydney Motorsport Park sert vraiment de refuge pour tout le monde, mais c'est un peu décevant et ça prouve bien que on n'en est toujours pas sorti et que ce Grand Prix d'Australie qui a lieu théoriquement en mars, on est bien d'accord, on en reparlera. Écoute, l'Albert Park arrivera sans doute plus vite dans Gran Turismo 7, le prochain jeu de la série qui devrait sortir au mois de mars, plutôt qu'au calendrier de la F1. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu au niveau Australie, etc., quand on voit la situation actuelle là-bas, on se demande si justement la F1 retournera un jour en Australie, tout simplement. Je ne sais pas si l'Albert Park va reprendre cette image. Et alors, vous vous plaignez quand on va 2 fois en Autriche ou 2 fois à Bahreïn. Eux, ils sont allés 4 fois sur la fin de saison là-bas. Et à mon avis, ils iront encore 3-4 fois cette année si ça continue comme ça. Exactement, tout à fait. Alors Maxime, est-ce que tu es prêt pour frapper les 3 coups de cette saison? Attends, tu veux qu'on parle Andros peut-être? Après tout, parce qu'on a des images, on va peut-être... Je t'avoue que on a la chance, grâce à notre ami Frédéric, Frédéric Vigier, qu'on salue, qui nous permet via Motor Racing TV d'avoir quelques images du trophée Andros. On peut vous les passer sans copyright, donc on va pas se gêner. Quelques petites illustrations de ce qui s'est passé lors de la manche de Lens-en-Vercors notamment. Et
chose qui va changer dans cet épisode, mon cher LFB, on va parler de Sébastien Loeb. Bah oui, parce que Sébastien Loeb est le grand invité de la finale qui aura lieu le week-end prochain, le 29 janvier, à Superbès. Clermont Superbès, comme il l'appelle maintenant. Exactement, enfin, c'est bon, drôle, dans Clermont, enfin moi ça sonne pas du tout montagne, mais bon, je suis pas de là-bas. Et on va avoir une finale assez exceptionnelle, donc il y a toujours 6 manches dans le championnat du Trophée Ambrose. Quelques nouveautés avec des arrivées ou des retours dans le peloton, notamment Dorian Boccolacci, que certains connaissent bien pour ses questions et ses stories sur Instagram où il répond à énormément de questions vis-à-vis du sport automobile. Genre pourquoi les pneus, pourquoi le pilote, comment on fait les extractions, etc. Il est super didactique dans ce qu'il fait et j'aime beaucoup ça vis-à-vis de la nouvelle génération. Et donc Dorian qui est venu faire quelques piges et rouler cette année en découvrant le Trophée Andros, le e-Trophée Andros, pardon, puisque désormais ce sont des véhicules 100% électriques, on doit le préciser aussi. Et du côté belge, moi j'ai la fameuse équipe comme To You dont je parle de temps en temps, qui évolue notamment en WTCR, qui a de nouveau engagé des Audi A1, notamment pour le fils du patron, Nicolas Barthes, que j'ai eu l'occasion de croiser au travail en détour, qui m'a dit écoute, j'apprends, ça va mieux. Il s'est retrouvé d'ailleurs à Lens-en-Vercors dans des super finales, un petit peu en étant bien classé dans les élites, et pas dans les élites pro, mais en montant un petit peu, et il apprend vite, donc c'est un comportement tellement atypique, les voitures avec les roues arrière directionnelles, etc., que content de voir qu'on a un Belge. Le dernier en Belge en date, c'était Enzo Idé, qui avait roulé il y a quelques années déjà pour Come To You, qui avait d'ailleurs été très malade depuis et qu'on a revu cette année en sport auto, et ça fait du bien de voir qu'il va bien. Mais voilà, donc on a un trio qui se bat pour le titre. Ils sont en 3 points. Voilà, c'est assez malade. Aurélien Panis est en tête, du coup avec l'Audi A1. Jean-Baptiste Dubourg qui est là avec la Clio, qui est à donc 522 points pour Panis, 519 pour Dubourg et 519 pour celui que j'appellerai encore le petit nouveau, Yann Erlaché, qui après ses exceptionnelles démonstrations l'année passée a continué sur la Dulce, qui est une voiture typiquement conçue pour l'Andros. Donc on a ces trois gars qui vont se battre à la finale de Superbès, et ça risque d'être absolument fou. J'aimerais bien quand même pour la forme que Yann Erlaché vienne à bout de la machine Jean-Baptiste Dubourg. Mais voilà, franchement, en toute neutralité, vous avez vu quelques images, vous voyez que l'Andros c'est toujours très spectaculaire. On en parle beaucoup moins qu'à une époque où on avait les finales au Stade de France. C'est revenu, ça s'est fait ces dernières années, mais voilà, pour la petite page, où on aura donc en grand invité de la finale Sébastien Loeb qui viendra s'amuser à Superbès. Oui. Ah non, mais il a un mois de janvier incroyable. Il aura mérité une bonne... Le 14 février, s'il n'est pas dispo pour la Saint-Valentin, il n'a pas d'excuse, parce que là, il a bien bossé avant. Voilà, donc l'Andros. Mais que ce soit Panis par son nom et par son talent pur, évidemment, propre, que ce soit Dubourg et sa constance depuis tant d'années en Andros, ou Erlaché en vertu effectivement de son aura de champion du monde WTCR, écoute, c'est une bonne campagne, effectivement. C'est intéressant, et donc, il y a du beau monde. Voilà. Ouais. Donc on était bien content de vous montrer quelques images là en mode vidéo. Pendant qu'on parlait. Alors, si on revient, et la question que j'avais commencé à te parler, c'est vrai, c'est si tu avais fait tes valises pour le début de la saison Formula I, mais tu vas nous commenter ça à la RTBF, mais tu ne seras pas sur place, on peut le dire. Non. Alors, contrairement à mon ami et collègue Michael Duforé, qui lui s'envole et est parti aujourd'hui pour Dirias. Il sera sur place. Il va aller là-bas. Pas sûr que j'ai forcément envie d'aller en Arabie Saoudite pour le moment, mais voilà, il pourra. Suivez-le sur Twitter, Michael Duforé. Il propose pas mal de réactions. Il a aussi des podcasts Racing Café qui sont plutôt cool. Allez voir un petit peu. Non, sérieusement, moi je reprends en partie les commentaires cette année pour la saison 8 à la RTBF. Donc vous pourrez nous suivre cette année 100% sur Ovio. Ce ne sera plus diffusé en télévision pour nos amis belges. Il y aura aussi des consultants, c'est-à-dire que je vais laisser ma place cette année à des pilotes comme notamment Sarah Bovy, une pilote belge que vous connaissez sans doute, et Maxime Martin, qui a roulé en GT. Donc on va avoir un petit peu de retour. Du côté français, on retrouve notamment Jean-Éric Vergne, qui sera là. Norman Nato n'est plus là, il sera en pilote d'essai désormais chez Jaguar. Et du côté belge, toujours Stoffel Van Dorn, qui va tenter enfin de gagner ce titre avec la Mercedes, qui est l'une des équipes les mieux préparées. On ne sait pas encore de quoi sera fait la saison. On sait qu'il y a 16 manches attribuées. Maintenant, ce sera la dernière année de ces deuxième génération. L'année prochaine, il y aura une nouvelle génération. On a appris l'arrivée de Maserati l'année prochaine. Il y aura McLaren, c'est confirmé. D'ailleurs, dans les 4 véhicules, les 4 catégories qui vont être présentées, je pense, dans leur promotion pour la nouvelle saison, il y aura la Formule 1, l'Extremi, l'IndyCar et donc la Formule 2 qui devrait être annoncée. Donc l'avenir en Formule 2 est peut-être un peu plus radieux que ce dont on parlait il y a 6 mois avec le départ de certains constructeurs. Donc rendez-vous vendredi et samedi à environ de 18-19h sur les antennes de la RTBF en Belgique. Bon.
Bah écoute, très bien. On sait aussi que les 24 heures de Daytona, c'est dans quelques C'est en heures, route, donc oui, on va suivre ça va se ça. Là, à un passer. moment donné, ne nous en voulez pas, Oui, on on peut pas travaille à tout côté, voir. hein. Oui, c'est ça, voilà. Un Moi, peu en de DTM, DTM, oui. j'ai bien vu que René Rast, qui était une de mes... Ah, Non, des j'ai pas idoles. d'idole, mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, Un des des grands pilotes avaient... monsieur du DTM. Voilà. Encore un grand Il y pilote a- Audi, oui. Voilà, donc il y a des petites affections pour certains pilotes. J'en ai une pour René Rast, ça c'est sûr. Donc là, je suis content de savoir qu'il revient en DTM. J'ai appris aussi que le DTM avait donc banni les consignes d'équipe. Bon, Ah, il est temps. oui, voilà, après le scandale de la finale au Norris Ring l'an dernier. Donc on va voir comment ça va évoluer. Et puis, bah écoute, qu'est-ce que j'oublie Non, là, c'est C'est encore l'intersaison. Hein, c'est déjà pas mal. Oui, ça reprend tout Oui, doucement un voilà. petit peu partout. Pas encore de nouvelles de mon côté en super tourisme, hein, ça va revenir Non. assez rapidement. Pareil au niveau des autres disciplines qu'on vous a couvert. On a eu les premiers tours de roue des nouvelles NASCAR, les nouvelles de Mhm. type NASCAR de cette saison qui ont roulé un petit peu. Et puis en IndyCar, eh ben, on a des tests qui sont faits un petit peu partout Oui. aussi. On va voir ce que va donner cette saison. D'ailleurs, pour les fans d'IndyCar, il y a Indianapolis qui vient d'arriver sur le jeu Race Room pour parler un petit peu de sim racing. Il y a eu Ah, les 24 heures du Mans virtuelles où Max oui. Verstappen s'est sorti tout seul en ratant déjà la pole pour 2 millièmes de seconde. Et c'est cette équipe Redline qui Et s'est attends, mais qui il s'est s'est passé piégée. quoi avec lui? Parce que j'ai cru comprendre, il s'est fait jeter ou c'est Ah quoi non, il l'idée, s'est loupé non? tout seul. Il arrive dans Ah bon? les deux dans l'ensemble des chicanes juste avant la ligne droite des stands et il se loupe totalement. Il prend le vibreur, il accroche le fond plat. La voiture est déstabilisée. Il va taper dans le mur. Il perd deux roues. Et alors Et à qu'ils quel étaient moment de la course? en pleine nuit, au début de soirée, Ah, 23 h, d'accord. et voilà. Donc on a pu Ah, suivre nous non, ça avec les différentes équipes en France qui hmm. participaient et aussi via différents influenceurs, youtubeurs, parce qu'il y avait des vrais composition d'équipe entre vrais pilotes et sim racers et c'était vraiment très très sympa. Avec encore une fois un très très gros travail de la part de la CO parce qu'en français on avait droit à des commentaires avec Monsieur le micro du Mans pour moi, un Bruno Ah, Van bah de Stick, oui, et Marc d'accord. Minari qui était Ah, oui. plutôt au fait, et il faut le saluer parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas, comme toi, l'ouverture sur la nouveauté. Hein. On a eu Mhm. des consultants, on va pas revenir là-dessus, mais assez réactionnaires dans leur vision du sim racing et de l'avenir. Et là, Ouais. c'est vrai que je trouve que Marc Minari s'en est extrêmement bien débrouillé, extrêmement bien Eh ben, dépatouillé. on le salue à Salut Marc. distance. Tous nos amis qui ont été cités, nous formons tous une grande famille. Et honnêtement, je ne me suis jamais fâché avec un confrère qui peut commenter le sport auto de façon audiovisuelle. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et comme je m'entends très bien avec Maxime, eh bien, je vais le remercier pour s'être rendu disponible pour ce nouveau numéro. Et Maxime, je te donne rendez-vous le mois prochain. Tout à fait. Car comme là c'est un peu l'hiver, bon allez, on se retrouvera dans un mois. Vous verrez la date. Soit ça sera avant le Suède, soit ça sera après. Mais en tout cas entre les essais de Barcelone, le rallye de Suède, On débriefera en tout cas les essais oui hivernaux, oui, ça c'est certain. c'est On ça. verra en Voilà, rallye ce qui se sera passé. On aura lancé aussi quelques autres championnats. c'est ça Et on espère qu'en exactement. Australie, ils ont une solution pour le supercar d'ici là, Oui, pour que oui ça ait c'est lieu. vrai. Mais merci Bah, beaucoup à toi je te d'avoir raconterai. présenté cet épisode, c'est toujours plaisant. Alors vous savez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui sont dans la description. Vous pouvez retrouver la chaîne l'Afterlap évidemment hein, avec LFB et ses consultants qui voilà, évoluent un petit peu en format. Je trouve que voilà, tu commences à travailler tes petits fonds, tes habillages, les miniatures, c'est cool de voir que tu deviens youtubeur influenceur. Oh là Et là, oh voilà, là allez là. vous abonner, allez découvrir ce que fait LFB, son travail et ses consultants. Moi, en tout cas, je me régale. Et on a cité tout à l'heure Guillaume l'a fait. Petit message aussi de fin d'émission. Guillaume tient un compte Instagram qui s'appelle et un site qui s'appelle Auto Mini Racing avec des miniatures. Allez checker, je vous le mettrai dans la description aussi de cette vidéo parce qu'il partage sa passion des miniatures qui, comme vous le voyez chez moi, est légèrement débordante derrière moi. Donc voilà, il y aura bientôt une vitrine de l'autre côté. Vous pourrez admirer Bon. plein de beaux modèles. Eh bien, on attend de voir ça. Allez, Maxime, porte-toi bien, portez-vous tous bien en ces temps qui continuent d'être un petit peu difficiles, évidemment. La santé avant tout, et j'ai envie de dire. Donc, allez, on y croit, Ça mais va les aller. saisons vont bientôt reprendre, ça va aller. Elles ont déjà repris pour certains, donc tout va bien. Allez, Maxime, à bientôt. À bientôt, les amis. Salut! Salut à tous.